Souvent, quand les gens viennent chez nous en parlant de papier peint, ils nous parlent de motifs et de couleurs. Et on leur dit, mais un papier peint, c'est pas que du motif et de la couleur. C'est déjà arrivé. On ait des cartes blanches totales où on nous a dit, voilà le lieu, allez-y, éclatez-vous sur les murs. Tous les rouleaux qui sortent de l'atelier sont produits sur mesure et sont issus d'une demande spéciale pour un projet. Super. En tout cas, merci à tous les deux d'être là aujourd'hui. Donc, je suis vraiment contente de vous recevoir. On en parlait tout à l'heure. Je suis tombée sur vous sur LinkedIn, donc assez improbable, et j'ai adoré votre travail. Donc on aura l'occasion d'y revenir. Mais pour les personnes qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez vous présenter du coup votre atelier toi te présenter, François-Xavier, Louis. Tu veux présenter c'est toi le chef. Oui, mais oui, brièvement, il y a 25 ans maintenant, j'ai monté l'atelier Dauphard, qui est un atelier qui, au départ, fabrique du papier peint à la planche et qui ensuite a dérivé plus vers le papier en général et qui aujourd'hui se présente plutôt comme ennoblisseur de papier que comme, je ne sais pas comment on dit d'ailleurs, vraiment, c'est un peu long, imprimeur de papier peint à la planche. Donc voilà, donc ouais, on a vraiment pris le sujet papier globalement et on fait beaucoup de choses à partir du papier qu'on transforme de multiples manières. D'accord, parce que du coup, tu parlais du papier peint. Quelles autres manières, du coup, vous travaillez le papier y a tous les papiers, déjà, il y a beaucoup de papiers différents qui existent dans le monde. Donc on travaille sur washi, on travaille sur papyrus, on travaille sur plein de types de papiers. Et puis, il y a un peu plus d'une dizaine d'années, j'ai travaillé sur un sujet de recyclage de nos déchets. Et j'ai remis au point une technique qu'on appelle le carton-pierre. Okay. Et donc, c'est maintenant une matière qu'on travaille quasiment autant que le papier peint. D'accord. Et c'est un matériau qui permet de... Donc, c'est une espèce de pâte qui ressemble un peu à une pâte à pain quand on la forme, et avec laquelle on va pouvoir créer des ornements en relief. Donc, soit par exemple sous forme de plaque qui va être appliquée sur le mur ou sur des éléments architecturaux, ou soit sous forme de dalle ou même directement sculpté sur un support. D'accord, ok. Donc on est passé un peu du 2D au 3D grâce à ce matériau. D'accord, ok. Ah oui, donc Et presque de la décoration au monde de l'architecture, en fait. On a un peu élargi les univers avec cette matière. D'accord. Parce que donc, c'est ce que tu disais, Louis. Donc ça se met à la fois au mur et à la fois vous en faites des sculptures. Des objets, ouais, toutes sortes de... C'est une matière assez incroyable. Ouais. Bon, après, en général, l'atelier Dauphard est plutôt spécialisé dans la décoration murale. Si on devait résumer un peu les secteurs d'activité, mais avec plein de débouchés possibles et de manières d'utiliser la matière différemment, quoi. D'accord. Et quand tu parles de revêtements muraux, du coup, c'est principalement papier peint ou non, vous faites d'autres types de revêtements? Non, là, du coup, le carton-pierre peut être appliqué sur les murs, oui. Mais en fait, c'est vraiment transformer un univers avec du papier. Et donc, le papier peint, c'est devenu... Alors, ça reste un univers important, mais il est complété de plein d'autres univers, de l'architecture, de l'architecture intérieure, du design. Et donc l'arrivée de Louis et aussi d'Héloïse, sa sœur, dans l'entreprise a fait que on a eu cette ouverture beaucoup plus vers le design, enfin au design et à l'architecture intérieure. D'accord. Et comment vous vous êtes retrouvés justement à créer l'atelier, donc en l'occurrence toi François-Xavier, et puis après parce que oui, pour la petite histoire, tu es son père, c'est ça, c'est un atelier. Je suis ton père. C'est ça. Je suis son père. Ouais. C'est un atelier familial. Ouais. C'est devenu un atelier familial. En fait, je pensais pas du tout être dans cet univers du papier peint au départ. Je me destinais plus a priori au théâtre. Et ça a été des rencontres, des urgences aussi à devoir travailler pour faire vivre, en l'occurrence, une petite famille avec 2 enfants à l'époque. Et voilà, et puis la découverte d'un univers qui avait été complètement perdu, abandonné. Alors bon, j'imagine qu'il y a des univers perdus, abandonnés qui n'ont pas forcément d'intérêt à ressurgir, mais là, en l'occurrence, je trouvais qu'il y avait un vrai univers intéressant. Je me suis pas du tout rendu compte au départ que c'était le papier qui était intéressant dans l'histoire. Mais au départ, c'était vraiment de répondre aussi à une demande des monuments historiques.
parce qu'il n'y avait plus du tout il n'y avait pas du tout d'atelier pour pouvoir faire des reconstitutions. Or, ça veut dire que quand on a un monument historique et qu'on a un sujet papier peint, ce qui arrive quand même, parce que c'est un vrai patrimoine dont on a pris conscience assez récemment, mais qui mérite qu'on s'y intéresse, il n'y avait pas d'atelier pour faire de réelles reconstitutions. Donc ça se faisait dans des techniques des années 40, 50. Mais quand on doit reconstituer un document du 19e ou du 18e siècle, la sérigraphie, c'est totalement anachronique. Donc ça a été de répondre à cette demande. Et puis, c'était aussi tout cet univers du papier peint qui était assez étonnant pour moi et qui m'a attiré. Donc voilà, et puis après, j'ai monté cet atelier. Les enfants, eux, ont fait leur vie de leur côté. À travers leurs études, en s'intéressant pas forcément au papier peint, mais finalement, je pense que l'artisanat, mais ça, il le dira mieux que moi, les a attirés, je pense, et ils ont fait tous les deux des études de design, architecture d'intérieur, pardon. Et voilà. Puis après, moi, j'ai pas poussé le truc plus loin, mais ça a dû les attirer quelque part. La pomme n'est pas tombée loin de l'arbre. Très loin de l'arbre. C'est pas qu'à l'étranger qu'on fait travailler les enfants, quoi. À 5 ans, t'étais déjà à l'atelier. Non, pour le coup, ça a commencé à 18 ans. Ok. Donc du coup, quand même assez tôt. Mais au début, c'était plus pour apprendre un peu le métier de l'artisanat en soi et découvrir. Enfin, en fait, moi, j'étais un peu fasciné par le côté atelier où il y a le motif, la couleur, la peinture. Donc, tu vois, quand t'es assez jeune, c'est assez fascinant. Et puis après, au final, ça a été d'abord l'apprentissage du métier en soi. Et puis après, donc, je suis parti faire des études de design à Nantes. Et puis, j'ai bossé dans une boîte à Paris pendant 3 ans, une boîte d'architecture d'intérieur. Chez Jouan Mancou, et ensuite je suis revenu là depuis quelques mois pour rebosser à l'atelier, mais du coup moins avec cette approche apprentissage du métier et les mains dans la peinture, mais plus sous un angle un peu de développement, à la fois des développements de projets créa et aussi du développement un peu de sujets plus de business et de développement commercial. D'accord. Voilà. Parce que après, je pense qu'on aura l'occasion d'y venir, mais parce que du coup, en fait, comment ça se passe, la conception, on va dire, soit d'un papier peint ou même un autre papier sur lequel vous travaillez? Toutes les étapes, vraiment, entre le moment où vous l'imaginez et le résultat final, on va dire. Ça se passe bien. Non, alors, il y a pas mal d'étapes et il y a pas mal de métiers. C'est ça qui était intéressant aussi, c'est que on n'est pas juste dans l'impression d'un papier peint. L'atelier a été créé sur le fait d'une part de créer ses propres techniques et surtout de faire ressurgir ces techniques artisanales grâce à des outils contemporains, en l'occurrence le digital, les matériaux composites, etc., en gardant toujours la noblesse de ce qui fait un métier manuel. Mais très accompagné, très assisté par des outils d'aujourd'hui. Donc, on a d'abord toute la partie dessin, mais ça, c'est très large, parce que ça dépend si c'est un sujet monument historique ou un sujet pure création. Parce que si c'est un sujet monument historique, il y a tout le travail aussi d'expertise et de recherche en amont, puisque nous, on fait beaucoup d'expertise pour les monuments historiques, pour les aider à retrouver les décors d'origine, parce que maintenant on a l'habitude d'aller fouiller dans les endroits où on n'irait pas forcément fouiller autrement quand on cherche des papiers peints, à en faire l'analyse. Souvent ça nous permet aussi de faire des analyses architecturales, parce que le papier peint nous apprend plein de choses sur l'évolution, les mutations en architecture. Quand c'est de la créa, c'est complètement différent. Ça va être le dialogue avec un artiste ou nous-mêmes qui allons faire de la création. Toujours est-il qu'à un moment donné, on a un modèle, que ce modèle, on va le traiter à l'ordinateur, on redessine tout à l'ordinateur, couleur par couleur. On va ensuite graver des planches avec une machine assistée par ordinateur, dans un matériau qu'on fabrique nous-mêmes, et puis on va imprimer le papier peint, couleur après couleur, raccord après raccord, et on va même jusqu'à le poser bien souvent. Et du coup, le résultat est fidèle quand vous travaillez la couleur à l'ordinateur, et ensuite quand vous la faites en... Alors, on ne traite pas la couleur à l'ordinateur. Ça, on a gardé justement les pigments naturels colle de peau, comme ça se faisait au 18e. À l'ordinateur, on travaille le dessin.
Mais on doit traduire déjà, parce que c'est là qu'on doit apprendre le métier de graveur. C'est que nous, on a un papier qui a été imprimé, si on parle de monuments historiques. Mais ceci dit, quand on fait une création, on doit aussi sensibiliser le créateur à ce qui va se passer en résultat final. Donc, il faut qu'on accompagne aussi le créateur pour lui dire telle ou telle chose, ça va donner tel ou tel résultat. Donc, dans le dessin, attention, il faut travailler comme ci, comme ça, ou voilà. Mais donc c'est vraiment ce métier de graveur qu'on traite en image numérique. La couleur, après, c'est l'œil humain. Il n'y a pas de meilleure machine que l'œil humain. D'accord. Et quand tu parles de monuments historiques, du coup, vous avez pu travailler sur quel type de projet Alors, on a travaillé sur beaucoup de projets différents. Dans les derniers, par exemple, en date, il y a la maison de Tante Léonie, musée Marcel Proust à Illier-Combré, où là, ça, pour nous, était un sujet extrêmement important, parce que moi, je développe beaucoup l'idée que le papier peint est un peu un objet proustien. C'est quelque chose qui travaille sur la mémoire des gens, pas mal. Et en l'occurrence, on connaissait plus les papiers peints de chez Tante Léonie, parce que dans les années 50, ils ont été complètement démontés et remplacés par des papiers de l'industrie. Et donc là, typiquement, tout le travail d'expertise a été mis en avant, puisque c'est nous qui avons retrouvé les papiers d'origine qu'a connu a priori Marcel quand il avait 14 ans. Alors on a fait des recherches. Souvent, les papiers peints, on les retrouve d'une pièce à l'autre dans des placards où sont utilisés et en fonction des typologies, on va plutôt se situer dans des chambres ou dans une salle à manger ou dans des pièces. Donc il y a tout un langage aussi des papiers peints qu'on doit traduire. On a retrouvé sur place. Ah, tout a été retrouvé sur place. Okay. Okay. Ouais. Oui, parce que en gros, on a un peu deux grandes typologies de projets. La première typologie, c'est la reconstitution, donc c'est l'origine de l'activité de l'atelier. Et l'idée, c'est souvent des monuments historiques, ou en tout cas qui sont entre le XVIe siècle, le XVIIe et le XXe. En tout cas, c'est dans cette période-là que les techniques de l'impression à la planche étaient utilisées. Et en fait, ça va être donc des châteaux, des vieilles baraques, des musées, etc., où ils vont avoir des documents, des papiers peints qui sont trop abîmés pour être restaurés, et donc qu'on va devoir reconstituer avec les mêmes techniques. Et donc ils vont prélever tout simplement un morceau de papier peint sur place, nous l'envoyer, et ensuite nous on étudie ce papier. Parfois on redessine des zones du papier qui ont disparu. Donc ça demande aussi une vraie connaissance de, selon les époques, quels étaient les styles de dessin, etc. Bon, ça c'est la partie gérée par le padré qui lui a 25 ans d'expérience de redessiner, etc. Et puis ensuite, on va donc refabriquer les outils, les planches, pour pouvoir les réimprimer. D'accord. Ah oui, ok. Oui, puis c'est ce que tu disais, François-Xavier. En fait, les planches, elles sont chez vous, quoi. C'est vous qui les faites. C'est ça mais c'est ce qui, du coup, aussi permet d'être complètement libre en création. C'est qu'on n'a pas de sous-traitance, donc on peut vraiment prendre un projet de l'idée jusqu'à la réalisation et l'installation de cette idée en architecture, ou voilà. Donc parce que du coup, ça c'est un peu la deuxième typologie. Voilà. En fait, à la base, c'était vraiment reconstitution, et en fait, au fur et à mesure des années, on est un peu sorti de ce cadre uniquement en reconstitution pour aller plus vers de la création. Et en fait, aujourd'hui, on travaille de plus en plus avec des entreprises d'architecture ou des décorateurs qui vont nous envoyer soit des inspirations et nous demander de dessiner le modèle, soit nous envoyer des dessins qu'eux ont fait. Donc, par exemple, pour India Madhavi, on a fait... le studio du coup d'India Madhavi nous a donné un dessin qu'on a, du coup, on a fabriqué les planches d'impression et on a fait... c'était pour Ferrari. C'était pour le restaurant de Ferrari, à Maranello. Ouais. D'accord, ok. Ah oui, ok. Et on peut les accompagner, par exemple, même en création, on va leur dire, on va les accompagner dans leur sujet de création papier peint. Alors parce qu'en l'occurrence, très souvent, en papier peint, alors le carton-pierre, c'est encore autre chose parce que c'est carrément une matière qu'ils découvrent. Mais en papier peint, souvent, il y a plein de préjugés, d'a priori, ou en tout cas, on s'est arrêté à l'idée que le papier peint, c'était des rouleaux de papier et des laits qu'on collait au mur. Ouais, complètement. Et nous, on leur raconte toute cette histoire du papier depuis l'origine, donc ce qu'on appelait le domino. Et on leur dit, mais on peut travailler aussi en dominoterie. Et donc, c'est une autre approche. Sauf qu'à l'époque, c'était lié à des contraintes techniques. Et aujourd'hui, ça peut être une manière de travailler en modulaire, etc. Donc, il y a pas mal de projets maintenant en créa
qu'on travaille en fait en reprenant presque des techniques de l'origine du papier peint, en l'occurrence le domino par exemple. Et on va, voilà. Et puis d'autres techniques comme la tontisse, qu'on appelle la tontisse, c'est les flocages. Indiana Davis, c'est un projet de tontisse. Okay. Et puis derrière, il y a aussi tout ce que nous on va développer comme outils, comme on fabrique nous-mêmes nos outils. Tous les outils qu'on va pouvoir mettre en œuvre pour faire de la créa et aller toujours un peu plus loin dans la réponse à une interrogation, je dirais, autour du papier dans l'architecture. En fait, c'est beaucoup ça l'idée, c'est qu'on veut traiter du papier dans l'architecture. Le papier peint, c'est devenu quelque chose de tellement galvaudé, même si c'est revenu, c'est assez compliqué. Donc toute l'idée, c'est de dire que on peut créer du décor dans le sens noble du terme avec du papier. Oui, parce que c'est vrai qu'on associe énormément le papier peint, l'intérieur de nos parents. Oui, enfin, moi, je me souviens de mes parents qui nous avaient mis du papier peint dans ma chambre. Ouais, t'es même gentil avec les parents, ouais. Et c'est vrai qu'on associe ça à ce truc un peu vieillot et disparu, alors qu'en fait... Mais parce que je pense aussi, pour le commun des mortels, nous, ce qu'on voit, c'est le papier peint en série qui est imprimé par, tu vois, des Leroy Merlin, avec des trucs comme ça. Avec du motif hyper classique. Voilà, c'est ça, ouais. Alors que justement, en fait, le fait d'avoir des techniques qui sont directement liées à la matière, à la peinture, ça nous permet d'explorer plein d'autres possibilités. Par exemple, autour des mouvements d'outils, autour de la manière dont tu vas utiliser ta planche, où tu vas travailler ta peinture, etc., pour pouvoir aller complètement ailleurs et pas être dans le truc papier peint de grands-parents avec un motif hyper classique. Enfin, déjà, rien que dans les motifs, je trouve qu'il y a une diversité qui est hallucinante. Quand tu regardes un motif art déco par rapport à un motif des années 80, tu as des trucs qui sont tellement différents. Et là, aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, ça va de plus en plus vers plutôt des effets de peinture et des choses qui sont plus abstraites, moins motifs serrés, répétitifs. Et là-dessus, il y a énormément d'exploration à faire. Et le fait de tout faire avec nos mains et avec de la peinture, ça laisse un panel de possibilités assez dingue, quoi. Ouais, vous avez une certaine liberté, vous créez vos outils, en fait. Mais même, je pense, en allant plus loin dans l'idée de vraiment du jeu avec l'architecture, c'est qu'on a presque une régression vis-à-vis de ce qu'on imagine avec du papier. Où pour les gens, le papier peint, c'est une fois encore des laits de papier, des rouleaux qu'on déroule avec cette angoisse du joint, etc. Nous, on travaille beaucoup sur toutes ces questions, tous ces registres. Alors, c'est la répétition. C'est souvent quand les gens viennent chez nous en parlant de papier peint, ils nous parlent de motifs et de couleurs. Et on leur dit, mais un papier peint, c'est pas que du motif et de la couleur. On parle de quel lieu? On parle de quelle architecture? Vous voulez faire quoi? Une architecture, quand on parle de papier peint, c'est hyper important. On parle de murs qui nous entourent. On parle de quelque chose aussi qui a un haut, un bas, qui a une dynamique, on rentre dans une pièce par un côté, on en ressort peut-être par le même côté ou un autre côté. On a des visions différentes, de différents points de vue. Un papier peint, ça se lie avec une première vision de loin, et après, quand on s'approche, on a le motif. La répétition crée quelque chose d'encore de différent. C'est tout ça, en fait, aussi. Et donc, très souvent, on s'est arrêté au fait que, on travaille sur un motif et de la couleur à une espèce d'échelle complètement réductrice. Et nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de leur dire, mais tout ça, c'est que du langage. Et qu'est-ce qu'on veut raconter avec ça? Et donc, nous, on les accompagne là-dedans. Et quand vous travaillez avec des archis d'intérieur ou des décorateurs, du coup, ils viennent à vous avec une idée bien précise, ou est-ce que vous aussi, vous avez ce côté conseil, co-conception? Comment ça se passe justement avec ces métiers? Il y a différents scénarios. Il y a des studios d'architecture d'intérieur qui vont avoir déjà une idée très définie du projet, et donc qui vont venir avec un dessin terminé, entre guillemets, et nous, on va se positionner uniquement comme artisan ou comme fabricant. Ça, c'est une possibilité. Mais il y a aussi, et nous, on adore ça, on en demande, des entreprises d'architecture qui vont venir avec une idée vague plutôt d'une atmosphère, ou avec des références, ou qui vont venir avec d'autres choses qui l'accompagnent, donc peut-être le sol, le mobilier, l'esprit général du lieu, un concept, etc. Et nous, justement, on va les accompagner dans le fait de développer quelque chose qui est complètement nouveau et qu'on n'a jamais vu ailleurs. Donc on peut aussi intervenir et être force de proposition dans le côté plus créatif. D'accord.
Et du coup, ça fait 25 ans que l'atelier existe. Vous avez senti justement une présence de plus en plus importante du papier peint justement dans nos intérieurs, avec des archis, des décorateurs qui viennent vous voir, avec une demande plus importante qu'avant Alors oui, alors nous, il y a le sujet historique, c'est pas mal développé, puisqu'on a, en 25 ans, on a développé une certaine crédibilité par rapport aux conservateurs et restaurateurs de papier peint. Sur tout ce qui est la créa, je pense que les gens aiment notre univers et ils ont compris en venant chez nous que nous, c'est pas un catalogue, on leur montre pas un catalogue, et puis tu choisis ton papier peint, puis voilà, on te fait ton papier peint. Ils viennent en fait, ils viennent souvent même avec une interrogation en se disant bon, je sais pas ce que je vais faire sur les murs, mais je vais les consulter pour voir, en fait, développer avec eux une idée, littéralement. Donc ça se présente de plus en plus. Nous, notre rêve, ce serait carrément qu'on nous confie les murs, c'est-à-dire qu'on nous dise, voilà, je vous confie mes murs, et puis voilà l'idée, voilà l'univers, voilà. C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Ouais. On ait des cartes blanches totales où on nous a dit, voilà le lieu, allez-y, éclatez-vous sur les murs. Et d'ailleurs, il y a des fois où on a dit, bah ouais, mais nous, il n'y a pas que le mur, il y a le plafond, c'est parce qu'on est un peu gourmand. Mais c'est toujours plus. Mais c'est voilà. Le plafond on lui donne une carte blanche, il en met, mais. Bah non, mais par exemple, un coiffeur, voilà, un coiffeur nous demande d'intervenir sur ces murs. Et il nous dit, voilà, c'est pour tel endroit. Je dis, c'est l'endroit où on est shampooiné. Donc, en l'occurrence, c'est le moment où on a la tête vers le haut. Donc, s'il y a un truc qu'il faut qu'on traite, c'est plutôt le plafond que le mur. Et donc, il s'est dit, tiens, oui, c'est vrai que j'avais pas... Pour moi, automatiquement, je me suis dit papier peint. Je me suis dit, ça va être le mur. Mais non. Du papier, on en met autant au plafond. On peut en mettre sur des colonnes. On peut en mettre même sur des vitres, si on veut. On peut en mettre un peu comme on veut. C'est vraiment une matière comme on utiliserait du bois, du verre, en plus il y a plein de types de papiers différents. Avec des washi, il y a des transparences différentes, il y a des tas de... Donc je pense que c'est pas le papier peint de catalogue qui revient peut-être le plus, bon, même si ça revient pas mal depuis quelques années maintenant. Nous, en tout cas, ce qu'on veut vraiment développer, c'est garder ce papier peint de catalogue, parce qu'on a quand même une collection. Hein, c'est pas comme si on n'avait rien. C'est ce que j'allais vous demander. Vous avez une collection. On a plus de 400. Il y a même une très grosse collection. Ouais, on a. Parce que, en gros, la collection, elle est composée à 85% de reconstitution. Okay. Donc, on a 480 modèles à peu près. Ce qui est quand même assez énorme. Oui. C'est une grosse base de données. Reconstitution, c'est quand vous avez travaillé sur des monuments historiques et après vous les avez intégrés, d'accord. Par exemple, je sais pas, la maison natale de Charles de Gaulle, il y avait combien de modèles la maison natale de Gaulle, c'était déjà... il y en a une dizaine de modèles. Et on a retrouvé, on a retrouvé dans cette maison une cinquantaine de modèles. Ouais. Donc il y a aussi toute une collection de cette maison natale. Par exemple, les fous de Napoléon, par exemple, peuvent trouver chez nous. On a fait la reconstitution de la chambre de Napoléon à Longwood, donc la dernière chambre, le dernier papier peint qu'il a vu. Okay. On a refait le modèle, on a fait la reconstitution de ce modèle, et aussi de sa salle de bain, par exemple à Longwood. Donc voilà, les derniers papiers peints qu'a connu Napoléon, on a recréé les papiers peints pour ces lieux-là. Okay. Et voilà. Et puis en plus, souvent, ils ont une histoire. Par exemple, le papier peint de la salle de bain, il le décrit dans une lettre, dans ses mémoires, dans des mémoires ou dans une lettre, je crois. Et il s'était fait un petit carnet en coupant un morceau du papier qu'il a collé sur un petit carnet. Okay. Et on sait que ce carnet a été vendu en salle des ventes en Angleterre, je sais plus en quelle année. On en a retrouvé une trace, mais il n'y a qu'un extrait du papier peint. Et nous, à partir de cet extrait du papier peint et de ce qu'en dit Napoléon, on a recréé l'ensemble du décor. Donc c'est aussi toutes ces histoires qu'on peut raconter avec ça, mais c'est une matière première aussi pour les créateurs. C'est-à-dire que nous, on leur dit 480 modèles, 85% de reconstitution, mais c'est juste aussi une base de données pour s'amuser avec ça et créer de nouvelles choses. Sachant que, du coup, ces 450 modèles, en fait, qui s'étalent sur 300 ou 400 ans, il y a une diversité de création. Ou même s'il y a des époques où c'était hyper ce que je veux dire, vous avez grand-mère, voilà, mais il y a quand même eu des explorations dans cet artisanat d'art assez extraordinaire. Et en fait, il y a une diversité de styles
Donc, bref, tout ça pour dire qu'il y a 450 modèles, à peu près 400 qui sont des reconstitutions, et tous les autres, c'est soit des créations, soit des créations, soit des collaborations avec des architectes, des designers. Parce que par exemple, tu parlais d'India Madhavi tout à l'heure, donc là, vous avez fait le papier peint avec elle, et du coup, vous l'intégrez à votre collection ou non, l'architecte garde... Ça dépend de ce qui est convenu à la base. Souvent, quand c'est pour un projet comme ça, qui est un projet pour une entreprise, du coup, le motif, je pense, est revendu à l'entreprise, ou en tout cas conservé par les archis. Mais par contre, ça nous est arrivé de faire des modèles avec, par exemple, un qu'on refait en ce moment pour les États-Unis. Avec Nicolas Stolarczyk, avec un designer textile. On avait fait une collab, 4 collabs avec Pierre-Marie, Nicolas Stolarczyk et 2 autres studios à Bruxelles qui pour le musée Horta. Et ces modèles-là, on peut, parce que c'était dans la convention de départ, on peut les proposer avec royalties et compagnie. Mais quand c'est des choses vraiment très marquées, là, en plus, c'est c'est quand même le logo, le logo Ferrari revisité. Tu vas pas mettre ça chez toi, quoi. Ou alors, si, peut-être pour son garage de collection de Ferrari, mais bon, sinon, voilà. Mais il faut négocier les droits. Le modèle avec nous. Il faut négocier les droits avec India Madhavi. Enfin, voilà, c'est. Après, la planche, forcément, une fois qu'on a créé un modèle, la planche, on l'a. Donc, en soi, on peut refabriquer, mais c'est juste que celle-ci, on ne peut l'utiliser en termes de droit que dans le cadre de ce projet-là. Par contre, on a fait des créas, par exemple, on bosse beaucoup en ce moment avec la maison Boucheron. C'est nous qui faisons les créas pour eux. Donc là, évidemment, alors on va pas le proposer à d'autres, mais on est là-dedans. Il y a d'autres manières de collaborer aussi. C'est que nous, on prend aussi des crayons pour dessiner, concevoir, ou les souris et les tablettes graphiques pour concevoir et créer pour d'autres. Et dans ces cas-là, ça dépend de ce qui est créé, mais c'est des choses sur lesquelles on peut conserver les droits. Et la collection, du coup, vous avez votre catalogue et en fait, vous le faites à la demande, c'est ça C'est-à-dire que l'archi, le décorateur, il vient, il consulte votre collection, votre catalogue. Et s'il vous dit « je veux ça », vous lui éditez vraiment à la main en fonction des mètres linéaires dont il a besoin. On a une manière un peu spéciale de travailler, c'est qu'on n'a aucun rouleau en stock. Enfin, à part évidemment des restes de projets pour faire de l'échantillonnage, mais tous les rouleaux qui sortent de l'atelier sont produits sur mesure et sont issus d'une demande spéciale pour un projet. D'accord. Donc on n'a pas de showroom où on va avoir des rouleaux prêts à emporter qu'il faut juste emballer. À chaque fois, ça vient d'une demande, il y a une discussion, et tout est fait sur mesure. C'est-à-dire qu'on peut rééditer un des modèles de la collection dans les couleurs dans lesquelles on l'a fabriqué ou reconstitué. Mais en fait, l'idée, c'est qu'on vienne nous voir et qu'on nous dise « ce modèle-là, je l'aime bien, mais par contre, je veux que le fond soit vert et pas bleu, et je veux que cette couleur-là, ce soit du rouge. » Et ça, pour le coup, c'est assez dingue parce que des motifs qui sont parfois assez classiques deviennent hyper contemporains juste en changeant des petits éléments de couleurs. Ou même ce qui est arrivé déjà, de combiner des choses. Nous, on a eu plusieurs fois des designers qui venaient et en fait, en leur montrant, parce que visiter l'atelier, très souvent, ça change beaucoup la perception du papier peint, de ce qui est possible de faire, etc. Et des gens qui se sont dit, tiens, j'ai envie de combiner telle planche de tel modèle avec telle planche de tel modèle et des choses comme ça. Et en fait, ça devient une espèce de... limite de cours de récré où ils ont envie de... Ouais, tu vois la liberté, il y a une liberté totale, complètement, ouais. C'est ça qui est impressionnant, je trouve, c'est cette liberté, en fait. Quand on ne connaît pas le métier et qu'on pense au papier peint, encore une fois, lambda, qu'on achète dans le commerce du coin, on ne se doute pas, en fait, qu'il y a une possibilité... presque infini sur les créations qu'on peut faire, nous, en tant qu'archi ou décorateur, dans nos intérieurs, quoi, avec vos compétences. Ouais, puis je pense qu'un des trucs qu'ils mesurent quand ils vont à l'atelier, c'est que cette possibilité, elle est pas insurmontable et en fait, on se rend compte qu'avec des outils assez simples, on peut aller très facilement vers une création complètement unique, complètement barrée, complètement... Et on n'est pas dans une mise en œuvre technique complètement délirante. Donc,
il y a une espèce de jouissance à manipuler, créer, parce que voilà, c'est un outil assez accessible finalement. Ouais. Et quand on parle de sur-mesure, nous, on n'est pas dans des obligations de produire 500 mètres carrés. On peut faire des productions de 5 ou 10 rouleaux. Enfin voilà, c'est pas de l'industrie. Donc il y a cette liberté aussi que permet le papier, mais aussi que permet le process qu'on a mis en place et la manière dont on travaille. Alors c'est vrai que oui, c'est assez empirique, c'est assez... Voilà, mais parce qu'on veut garder cette liberté aussi. Et c'est quoi le projet le plus marquant que vous ayez eu justement en collaboration avec un décorateur ou archi d'intérieur Il y en a eu pas mal. Cette question-là, on aurait dû la réviser parce que non, on fait du name dropping. Non, en l'occurrence avec India, voilà, c'était tout à fait fluide. Ça a été très 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 simple et il y a une confiance qui, dès le départ, qui permet. En fait, nous, une des choses très importantes, c'est quand on nous fait confiance aussi, c'est qu'on travaille jamais mieux que quand on est en confiance. Évidemment, c'est un peu une la palissade, mais c'est vachement important qu'un créateur comprenne qu'il a en face de lui non pas des exécutants, mais aussi des gens qui ont une vision de créateur. Ce qui permet de comprendre, c'est comme on parle la même langue en fait. Et ça, je pense que c'est un atout assez important et assez énorme chez nous, c'est que on a, je pense, sans prétention, qu'on a à la fois la compréhension d'un langage technique et d'un langage artistique. Ça veut dire que on pourra aussi compléter la démarche du créateur. Nous, en tout cas, dans les collabs qu'on a vraiment beaucoup aimé à l'atelier, il y a eu une collab avec Miguel Barcelo. Alors, rien à voir avec le papier peint. C'était l'édition d'un livre d'art. Okay. À l'eau de Javel sur papier, avec Miguel Barcelo et Michel Butor, et les deux sont venus à l'atelier, et ça, c'est des moments qu'on peut pas oublier, parce que ces deux... Michel Butor est décédé il y a quelques années maintenant, mais c'était cette édition de livre, donc à la fois techniquement et à la fois dans la relation avec des créateurs comme ça, c'était juste fou, quoi. C'était des gens très inspirants. Là, récemment, il y a Ponty aussi, Claude Ponty. Là, on en fait une avec Claude Ponty, c'est un type extraordinaire, c'est vraiment un plaisir de travailler avec Claude Ponty, on va bosser chez lui et tout, enfin, c'est vraiment, voilà. D'accord. Et il nous crée un truc assez incroyable. Et puis après, en général, beaucoup des collaborations qu'il y a eu, où il y avait un vrai échange, ont été hyper intéressantes aussi sur le résultat. Avec Lina Gautmet, par exemple, c'est magnifique. Ouais. Et là, typiquement, Lina, c'était confiance totale. Elle nous a dit, moi, je veux ça. Et donc, on a fabriqué des outils. On a travaillé pour un projet pour la maison d'Asie et de Chine et d'Asie. Enfin, je sais plus exactement. Enfin, bon, bref. Mais Lina, on avait déjà bossé aussi avec elle sur une expo. Et donc, bosser avec Lina, c'est... Voilà ce dont j'ai envie, l'idée, le contexte et tout, et allez-y, quoi. Et elle n'est pas à vouloir contrôler chaque truc, parce qu'elle sait très bien que nous, on va aller chercher des choses, c'est ce qu'elle vient demander, en fait. C'est ce qu'elle... Donc ouais, Lina Gautmet, c'était un plaisir. Emmanuel Bossuet, c'était cool. Et Emmanuel, c'était génial. Emmanuel Bossuet, c'était aussi... c'était une super collab, parce que c'est un personnage et un type d'une intelligence rare, et qui nous a... beaucoup plus aussi dans son regard et son approche de nos métiers. En fait, nous, il y a une chose qu'on aime, qu'on essaie aussi de faire à l'atelier, c'est un peu de faire tomber des barrières qu'on met un peu trop facilement entre designers, artistes et artisans d'art. Et il y a un moment donné, dans la collab, on aime bien qu'il n'y ait pas ces barrières-là et qu'on parle un peu... une fois encore la même langue, et qu'on soit pas à essayer de se comparer en termes de piédestal et de savoir lequel est sur la plus haute marche, quoi. Ça nous intéresse pas beaucoup. Nous, ce qu'on aime, c'est le projet lui-même et ce qu'on veut raconter dans le projet. Et typiquement, quelqu'un comme Emmanuel Bossuet, il sait vous emmener, ou Claude Ponty, évidemment, il vous emmène dans un sujet tout de suite, quoi. C'est ça que c'est intéressant. Vous avez, je trouve, un spectre assez large de par votre métier sur ce que vous faites. Et vous avez travaillé avec de beaux noms, du coup, donc India Madhavi, Jacques Grange aussi, vous avez travaillé avec eux. Et comment vous avez réussi justement à travailler avec ces noms-là
En fait, moi, comment dire, au début, je me suis complètement laissé faire parce que c'est un monde que je connaissais pas. Donc, cet atelier de vie depuis 25 ans, c'est ce qu'on est en train d'essayer un peu de changer aussi, mais sur juste sa réputation, le bouche à oreille, etc. Et des créateurs comme Jacques Grange, François Graff, etc. viennent nous chercher parce qu'ils ont un projet précis. Ils ont envie de quelque chose de décalé, de pas, en l'occurrence, piocher dans un catalogue ou devenir un peu... Parce qu'il y a aussi plein de décorateurs, d'architectes d'intérieur, etc., qui vont vouloir juste piocher dans un catalogue. Et puis, il y en a qui aiment bien manipuler un peu tout ça. Et c'est pour l'instant, eux, pas mal qui viennent nous chercher. Et on est un peu en train d'essayer de changer cette tendance en allant un peu vers nous aussi. Chercher des projets. En fait, ce qui est assez dingue, c'est que en 25 ans d'existence, l'atelier n'a jamais fait la moindre démarche commerciale. C'est-à-dire que ça s'est fait que de bouche à oreille, ce qui est quand même, je pense, très rare dans n'importe quel domaine. En fait. On vous connaît quand même dans ce milieu. Votre nom circule. D'abord, il y avait la rareté, c'est que des ateliers qui impriment à la planche, il n'y en a pas beaucoup. Et puis, je pense, une fois encore, comme il y avait vraiment cette implication, nous, on n'a pas cherché à donner une image. On n'a pas travaillé une espèce d'image comme ça, un peu d'épinal à travers l'impression à la planche. Ce qui nous intéresse, c'est la technique pour ce qu'elle donne de dimension artistique, en l'occurrence, picturale. Sinon, très franchement, une machine numérique, ça fait ça très bien. De reproduire une image, c'est pas un problème. Mais si on veut lui donner une âme, si on veut lui donner ce supplément vraiment que seul l'artisanat, je pense, peut donner, et le geste... c'est sûr que c'était les meilleures techniques et nous on a ce regard aussi un petit peu et sans a priori et sans préjugés sur tel style c'est bien et on s'en fiche, on a déjà fait des papiers peints à la planche des années 50 par exemple, des trucs comme ça, c'est pas un problème. Moi c'est où on a fait des je pense aussi que depuis 25 ans il y a beaucoup des spécialistes de certaines époques ou de certaines techniques qui ont pas eu le courage, mais qui ont eu l'envie de faire une demande à l'atelier pour des projets, parce qu'il y avait cette dimension historique, etc. Et nous, ce qu'on veut, c'est justement, nous aussi, passer des coups de fil, ou en tout cas avoir plus une démarche d'aller rencontrer les architectes et les décorateurs, et surtout de leur dire... en fait, n'ayez pas peur parce que le prix des papiers peints qu'on fabrique sont pas des prix qui sont hallucinants et qui sont même parfois moins chers que des papiers imprimés en numérique ou faits fait dans d'autres pays où où la main-d'œuvre coûte rien. Selon les techniques choisies, selon la typologie selon le projet, en fait, on peut avoir des prix qui sont très très concurrentiels et qui du coup peuvent s'adresser à presque n'importe quel décorateur ou architecte d'intérieur en fait. Parce que c'est vrai qu'en fait, on associe l'artisanat d'art énormément au luxe, à l'unicité aussi. C'est tout l'intérêt, je pense, qu'on y porte aussi, c'est le côté unique. Qu'on aime. Et du coup, naïvement, on peut se dire que travailler avec un artisan d'art, quand c'est vraiment fait du sur-mesure, à la main, on peut se dire, en termes de prix, c'est élevé. Et en fait, non, finalement, ça reste accessible en fonction du projet, évidemment. C'est ça. Et après, évidemment, on travaille aussi beaucoup avec les marques de luxe, qui, elles, sont très attachées à l'artisanat d'art. Ah oui, ouais. Mais parce que c'est aussi la représentation du luxe français, du savoir-faire français qu'on veut conserver. Mais bon, après, c'est sûr que une marque de luxe, elle aura plus de moyens et du coup, elle pourra peut-être imaginer, par exemple, utiliser des techniques qui sont très complexes. Là où, en fait, parfois, avec des techniques très simples, on peut faire un résultat assez incroyable. Et c'est vrai que y a de la couleur, il y a des gestes, il y a de la peinture. Et en fait, très vite, on peut avoir des choses qui sont extraordinaires sans que ce soit inaccessible, quoi. Sans une débauche technique et un truc, Mais puis je pense que c'est aussi parce que nos métiers correspondent de plus en plus à la notion du luxe. C'est que le luxe, c'est plus que le produit standardisé, estampillé, c'est le côté singulier, unique. Et je pense qu'avec toute l'évolution de la société aujourd'hui,
sans rentrer dans les débats d'écologie, etc., parce que c'est quand même des métiers aussi dans lesquels on est sensible à toutes ces questions-là, puisqu'on travaille avec des matières naturelles, etc., on défend ça. Mais sans aller sur ce terrain-là, ne serait-ce aussi que sur le terrain de la singularité de ce qu'on appellerait le luxe, il y a une évolution qui fait que nos métiers répondent complètement à ces attentes et à ces questions-là. Donc, Mais c'est vrai que moi, je vois ça de mon prisme de décoratrice archi d'intérieur. Le côté unicité, je trouve, c'est hyper intéressant. Enfin, le fait d'avoir un projet autant maniable, si on vient vous voir, je trouve que c'est ça aussi ce qui rend votre travail intéressant, je trouve, pour nos métiers, parce qu'on a une liberté et une authenticité qui est vraiment intéressante, quoi. Et justement, demain, si je veux travailler avec vous, comment ça se passe en termes alors de créa? Tu disais, c'est soit je viens avec mon idée déjà bien en tête, ou alors c'est avec vous aidez aussi à la création. Et après, en termes de tarifs, comment est-ce que ça se passe? C'est vraiment cas par cas. De la même manière qu'on fabrique le papier peint ou le carton-pierre, on le fabrique sur mesure, donc les tarifs, ils sont sur mesure aussi. Et en fait, nous, par exemple, on aime bien avoir quelqu'un qui vient avec une idée de budget et du coup, essayer de pousser le max de ce qu'on peut faire dans ce budget qui est disponible. En fait, c'est que c'est souvent, on se rend compte avec le papier et avec ces techniques-là, il y a une telle liberté, de telles possibilités, sans forcément, une fois encore, monter des usines à gaz, que tout est possible. Et donc, souvent, c'est très compliqué de dire, voilà, ça va vous coûter tant. On préfère dire aux gens quel budget vous voulez consacrer à cette partie-là, et nous, dans ce budget-là, avec ce que vous voulez raconter, etc., on vous propose telle ou telle chose. Parce que la créa, c'est là encore, on va quand même, nous, du papier peint au carton-pierre, c'est-à-dire d'une matière de feuilles de papier qu'on colle sur le mur à une matière sur laquelle on peut s'asseoir, avec laquelle on peut faire des colonnes, des plafonds, tout ce qu'on veut, voire même des choses potentiellement en extérieur, etc. Que partir sur une créa, c'est compliqué de donner un budget parce qu'on va proposer beaucoup de choses très différentes, quoi. Enfin, on va être force de proposition. Il y a des grilles de prix. Le papier peint en une couleur, il vaut tant, et en deux couleurs, il vaut tant. Oui, il y a quand même des bases. C'est pas la tête du client. C'est pas voilà. Non, mais par exemple, on est complètement comparable à des prix. Par exemple, si on veut faire un tissu sur mesure, ce qui va peut-être changer, c'est les quantités minimum pour lancer une fabrication, parce que nous, une fois encore, nos process de fabrication sont moins, je pense, contraignants que dans le textile. Mais on est à peu près comparable quand on veut faire créer des cadres de sérigraphie et nous graver des planches ou des choses comme ça. Et puis ça va dépendre du projet, ça va dépendre si le dessin existe déjà ou s'il faut dessiner, s'il faut retravailler le dessin. Donc en fait, je pense que ce qu'il faut se dire, c'est que d'abord beaucoup de choses sont possibles, voire même tout est possible. C'est presque le plus compliqué parce qu'il faut faire le tri dans les idées. Mais que c'est pas inaccessible. Et que nous, on est là aussi pour accompagner le projet dans toutes ses dimensions, y compris donc artistiques, mais aussi financières, etc., pour que quelque chose sorte de l'atelier, et qui donne cette patte particulière. Et quand tu disais, du coup, vous avez travaillé avec des marques de luxe, du coup, vous avez travaillé avec qui, par exemple ? On a travaillé avec Chaumet, Boucheron, Chanel, Dior. Là, en ce moment, on travaille beaucoup avec Boucheron, Sisley, donc des maisons Hermès, comme ça, par exemple Hermès. Quasiment toutes les marques de luxe. Et puis, ce qui est génial, c'est qu'il y a à chaque fois des propositions assez différentes. Avec par exemple, ça paraît évident, mais je veux dire par là que ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a eu des approches de création très différentes. C'est-à-dire que, par exemple, Sisley, on a proposé un dessin de 1910 qui est revisité, là où Boucheron, on leur dessine complètement des choses à partir de leurs demandes et de leurs inspirations. Là où Chanel, ça va être exécuter quelque chose qui est demandé, qui est assez précis, cadré. Donc, nous, on fait aussi un projet avec Lacoste.
Là, on fait un projet avec Lacoste, ouais. Alors ça, c'est encore une autre typologie de projet. En fait, l'idée, c'est de pousser un peu toutes les possibilités du papier. Donc, en commençant par le papier peint, puis le carton-pierre qui permet de faire du volume. Et là, on a de plus en plus de projets de scénographie. Donc, on a fait une scénographie récemment à New York. L'année dernière, on a fait une scéno pour le Mobilier National et la Villa Albertine, pour Design Miami. Ah oui, okay. Et donc on leur a fait la scéno et en plus quand même on peut s'en vanter. Ils ont eu le prix du coup Special Project pour ce projet. Parce que c'est beaucoup Héloïse du coup qui a bossé sur le projet, qui a dessiné le projet. Ouais. Donc, parce que du coup là comment ça s'est passé la collab, c'est ils vous ont fait une commande de papier peint. Ah non, c'était carton. Ils nous ont dit 15 jours avant le salon, le Design Miami. Dans 15 jours, j'exagère, 3 semaines parce qu'il y avait le temps d'envoi des pièces. Mais 3 semaines avant, ils nous ont dit voilà, on a 3 semaines pour faire une scéno. On a pensé à vous avec votre matière de carton-pierre, etc. Voilà 2-3 éléments d'inspi et tout. Qu'est-ce que vous pouvez nous faire ? On leur a balancé 3 jours après toutes les idées avec quelques 3D. Voilà. Donc là, typiquement, on travaille beaucoup à 3 en famille avec Héloïse, Louis et moi. Et on phosphore sur le truc, on leur soumet plusieurs projets. On vient de le faire aussi pour la galerie Amélie Maison d'Art à New York. Et à partir de ces éléments-là, on va définir le projet. Et on avait 10 jours pour le fabriquer. Donc c'est pareil, on travaille pas que comme ça, mais on est capable quand même de travailler avec des... Ouais, on aime bien quand les gens nous laissent un petit peu de temps. Mais on peut aussi travailler avec le papier dans des délais qui sont assez bluffants. Parce que là, en 10 jours, on a fait toute une scénographie avec une dizaine de colonnes en carton-pierre, etc. Enfin, toute une installation conséquente. Et donc là, Lacoste, justement, s'est intéressé au projet. On travaille pour eux autour de la suite à ce projet, par exemple. Voilà. D'accord, ah oui, donc Lacoste, c'est aussi pour des objets en carton-pierre. C'est une scéno. C'est une scéno pour leur siège, la boutique du siège. Ils ont contacté l'atelier pour le carton-pierre. Parce qu'à vrai dire, avec les marques de luxe, on fait beaucoup carton-pierre. Oui. D'accord. Plus de carton-pierre que de papier peint pour le coup. Ah oui. Carrément. Parce que en l'occurrence, en revêtement mural, en relief ou en élément de décor, aujourd'hui, il n'y a pas tant de possibilités que ça, qui ne soient pas issues de la pétrochimie ou qui ne soient pas des matières un peu horribles, artificielles. Dans des matières comme ça, en fait, pour faire de l'ornement mural, il n'y a pas 1 milliard de possibilités. Et en plus, il y a tout le côté RSE et le fait que ce soit un matériau qui soit intégralement fait à base de matériaux minéraux et organiques. Donc du coup, ça fait qu'on peut faire des scénographies et des décorations qui sont littéralement écologiques. Et je sais plus pourquoi j'en étais. Avec Lacoste, du coup, c'était ils vous avaient contacté pour ça. Ils sont venus de base pour le carton-pierre. C'était en fait un mural dans leur showroom dans le 16e. On a fait tout un mural avec le logotype mis en relief. D'accord. Et puis ensuite, la collab s'est super bien passée. Et ils nous ont rappelé en D'ailleurs, disant... pardon de te couper, mais qu'on a mis en relief, c'est-à-dire que là, typiquement, ils nous interrogent pour... avec un dessin en 2D en disant voilà comment vous mettriez en relief ce travail de monotype. Donc ils vont nous consulter sur ce genre de choses. Donc on leur a fait la mise en relief, proposé la mise en relief, etc. Échantillonnage, proto, nanana. Et puis après, voilà. Ouais. Parce que c'est vrai que je vois pas du tout à quoi ça ressemble le carton-pierre, mais parce qu'en fait tu peux le moduler en une forme que tu veux et après c'est vous mettez un revêtement. En gros, t'imagines qu'on va faire une patouille, quoi. Ouais. Mixer, mélanger Une patouille, c'est pas très... on va faire une pâte. Une pâte, c'est vraiment très proche de la pâte à pain. Ok, ouais, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Ouais. Et donc cette pâte, c'est un mélange de poudre de craie, de papier et d'huile. Et on va obtenir une pâte qu'on va pouvoir mettre en forme de plein de manières différentes. Il y a un peu 3 grands types de mise en forme. La première, c'est on la lamine, on l'aplatit
et ensuite on lui gaufre un motif dessus, donc on la met en relief. On la moule dans un motif. On la moule dans un motif. Ah oui, ok. La deuxième typologie, c'est on prend cette matière et comme on sculpterait de la clé ou des matières, je sais pas, comme une plâtre ou quoi que ce soit, on va venir creuser, appliquer, etc. Et la troisième, c'est plutôt du carreau. Donc par exemple là, ce qu'on fait pour l'Orient Express, ici c'est des carreaux en carton-pierre qui sont ensuite calpinés sur le mur, quoi. Et puis il y a toute la recherche qu'on fait, qu'on développe autour, avec maintenant une machine impression 3D pour l'utiliser en impression 3D. Il y a tout ce qu'on peut mettre comme matériaux, ce qui existait déjà à une certaine époque, de mettre dedans des matériaux. On a fait une collab par exemple avec Moët & Cie pour en intégrant des restes, des déchets de bouchons de champagne qu'on a mis dans la matière, et on a fait des habillages de seaux de champagne avec ça. Okay. On peut mettre... Il y a tout ce travail aussi que eux font, parce que Héloïse, Bruno et Louis ont monté un studio qui s'appelle Dauphard Édition et qui fait aussi un peu ce travail de recherche sur la matière, etc. Donc ils ont proposé plein d'approches avec en incorporant dedans tout, du marc de café, de la cendre, tout ce qu'on veut. Dans le carton-pierre. Dans le carton-pierre. Et donc c'est une matière vraiment qui... une des propriétés qui nous intéressait beaucoup dans le carton-pierre et qui est une propriété assez unique, c'est que c'est une matière qui est souple comme le cuir quand elle est mouillée et dure comme la pierre quand elle est sèche. Ça veut dire qu'on peut faire des plaques qu'on va transporter à plat. Par exemple, typiquement Boucheron, c'est ce qu'on fait, c'est dans des pièces ovales. On envoie des plaques plates et sur place, ils vont les mettre dans des bains d'eau. Elle va pas se déliter dans l'eau, elle va rester, elle va juste s'assouplir, et ils vont les appliquer, où on va d'ailleurs, c'est peut-être nous qui allons poser, on les applique sur les murs, donc elles vont épouser parfaitement les reliefs, et en séchant, elles vont redevenir dures comme la pierre. Et c'est infiniment plus dur, par exemple, que du plâtre ou des choses comme ça. Donc on peut faire du mobilier avec, on peut faire... On a fait, c'est inflammable, donc on a même fait des habillages de cheminée avec, des choses comme ça. Enfin, c'est assez fou comme matière. Donc tu peux l'utiliser vraiment pour plusieurs finalités, quoi. Ouais, c'est assez jubilatoire, parce que c'est vraiment un matériau... faut imaginer que le matériau frais, quand on le forme, c'est à peu près les mêmes techniques que la céramique. Donc en plaques, moulées, tournées, etc. Et dur, c'est comme le bois, donc on peut le poncer, le peindre, le percer. Et ça a un aspect sec un peu entre la pierre et le... C'est un espèce de pierre, en fait. En fait, c'est presque comme une sorte de céramique sans cuisson. Ouais. C'est un truc aussi, ce qui est assez incroyable avec cette matière, c'est que le bilan carbone de cette matière est juste incroyable, parce qu'il n'y a pas de cuisson, il n'y a pas de... Ce sont que des matériaux pauvres qu'on trouve relativement facilement. Et donc, tout l'intérêt aussi est dans la transformation de cette matière. Donc, c'est 90%, je vais dire, dans la valeur du geste et de la transformation par l'artisan ou par le créateur de cette matière. Mais la matière en elle-même, c'est vraiment nos chutes de papier. C'était une manière pour nous, en fait, au départ, de recycler nos chutes de papier. Donc, on conserve nos chutes de papier peint. Et on les rebroie et on forme avec ça cette pâte qu'ensuite on applique de plein de manières différentes. Par exemple, on a fait dans les beaux projets qu'on a fait il y a 2 ans maintenant, on a fait toutes les salles du restaurant du Grand Hôtel du Lion d'Or à Romorantin. Là, c'était une carte blanche absolue et on a carrément fabriqué les pâtes dans les cuisines du chef. Il nous a laissé, parce que c'est fabriqué dans des batteurs de boulanger, donc c'est vraiment un truc. Et donc il nous a ouvert ses cuisines. Je pense que pour un chef, d'ouvrir ses cuisines, c'est quelque chose. Et donc, il nous a dit, tu fais tes pâtes là, et puis voilà. Et donc, on appliquait ensuite directement les pâtes qu'on sortait du pétrin sur les murs. On a sculpté tous les murs comme ça directement. D'accord, ok. Ah oui. Et par exemple, il y a eu le projet aussi au Bristol. On a fait une grande fresque pour une suite au Bristol. Et là, le process, c'est pas le même. On va pas appliquer sur place, on va monter sur panneau en atelier, et ensuite les panneaux sont appliqués sur place. D'accord. Il y a deux manières aussi de le déployer sur un projet, quoi. D'accord. Et aujourd'hui, les archis d'intérieur, décorateurs ou même les marques de luxe dont vous parliez tout à l'heure, Chanel, Lacoste, LVMH aussi, je crois que tu as parlé d'LVMH. Ouais. Ils viennent surtout pour le papier peint ou pour le carton-pierre? C'est quoi aujourd'hui Ça dépend, pas mal. Alors sur le carton-pierre, comme le disait Louis, parce que en l'occurrence, ça permet de répondre aussi à des attentes là, pour le coup écologiques, qui doivent
ils doivent quand même aujourd'hui se poser la question de leur consommation, etc. Donc ça remplace très avantageusement les résines. Et c'est réellement 100% naturel, hein. C'est pas comme plein de matériaux qu'on nous vend, de cuirs végétaux et de tas de sortes de choses qui sont pas toujours aussi écologiques qu'on veut bien le dire. Et puis papier peint, ça peut être du papier peint. Sisley par exemple, c'était pour toutes les boutiques Sisley un papier peint qui a fait partie aussi de leur identité parce que c'est un papier peint de cellules, de choses des années 1910 revisitées en couleur, etc. Boucheron fait aussi du papier peint. On leur crée un papier peint d'affichage sauvage à partir de leurs archives d'affiches. Louboutin, c'est un papyrus qu'on imprime avec un motif qu'on a créé en atelier. Ils ont sélectionné ce papier et ils habillent des structures pour présenter des chaussures avec ce papyrus, avec un papyrus qu'on fait fabriquer en Égypte, etc. Donc il y a tout un truc aussi. Voilà. Ah oui, ok. Ouais, on travaille avec du washi. L'affichage sauvage de Boucheron, par exemple, on le fait sur des washi qu'on achète au Japon, etc. Enfin, j'ai l'impression que le washi, c'est quelque chose qui est de plus en plus à la mode. J'entends partout ce terme. C'est nous qui l'avons lancé. Vous êtes les précurseurs. Non, le washi, c'est juste aussi que c'est le papier des papiers. En fait, le washi, ça veut dire le papier du Japon. Donc ça veut tout dire et rien dire, puisqu'il y en a des milliers de sortes. Mais c'est quand même lui qui a permis... Alors peut-être au papier derrière d'être inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO, mais c'est vraiment le washi qui a été inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO parce que c'est un papier qui est fabriqué. Les Japonais ont une manière de fabriquer le papier qui est très différente de la nôtre et qui fait qu'ils ont les papiers les plus incroyables du monde. Il y a des Français aujourd'hui qui ont le droit de fabriquer du washi. C'est tout un savoir-faire et c'est un papier. Ce sont des papiers, du coup il n'y a pas un washi, il y en a des milliers, des papiers avec des propriétés juste incroyables et voilà. Et nous on travaille pas mal, par exemple on fait des scénos pas mal avec des washi de 40 grammes. Alors en papier, quand on parle de 40 grammes chez nous, c'est du papier à cigarette, des choses comme ça. Nous, on fait des installations monumentales avec du papier de 40 grammes. C'est comme si on voulait faire des assemblages de papier de cigarette. Ça tiendrait jamais avec ces papiers-là. Et le papier, le washi, donc, permet de faire des choses juste incroyables, de légèreté, de tout ce qu'on veut. Et c'est quoi la demande la plus folle que vous ayez eue, pareil, soit d'un archi, d'un décorateur, où vraiment il est venu avec une demande de dingue, tant par son audace que par la technique demandée. On avait eu en tout cas, un des plus gros défis techniques, je pense qu'on ait eu. Ouais. C'était les vases pour quartier. Ah oui, ça c'était assez fou, ouais. Et c'était avec... Alors malheureusement, c'est tombé au moment vraiment au tout début du Covid. Okay. Donc on avait lancé le truc 15 jours avant le confinement. Donc nous, pendant le confinement, avec Raphaël, lui justement, c'était avec Raphaël Lebaude. Qui a fait un podcast aussi. Craft Project. The Craft Project. Et le nom me parle. C'est des histoires d'artisans aussi. C'est assez vieux. Enfin, vieux. Maintenant, il y a 4-5 ans le podcast. Oui, ça a commencé il y a même un peu plus que 4-5 ans. Ça avait commencé 2 ans avant le Covid, je pense. Ouais, 2 ans avant le Covid, un truc comme ça. Le nom me parle. Et Cartier nous avait demandé de travailler sur un... Alors ça, c'était assez marrant comme idée parce que c'était parti de la demande de la direction qui avait vécu une expérience avec une histoire alors c'était assez flou. Ils avaient bu le thé apparemment dans des papiers bouillis, dans quelque chose. Ils n'ont pas su dire exactement ce que c'était en Corée. Et du coup, ils voulaient absolument faire un projet en travaillant avec cette matière. Et donc, ils ont fait plein de recherches. Ils sont venus nous voir et quand ils nous ont parlé des éléments ce qui avait été ramené de cette expérience que la famille avait vécue en Corée, ça correspondait assez à ce qu'on a comme description du carton-pierre. Et donc, ils nous ont demandé ils voulaient créer un vase avec cette technique. Et donc, ils ont demandé si on pouvait, avec notre carton-pierre, faire ce travail-là. Donc, on a galéré, on a fini par trouver. Mais oui, parce que j'allais dire, parce que du coup, le principe du vase, c'est
tu mets de l'eau dedans. Donc, comment ça se passe pour le carton-pierre Eh ben, c'est ça qui est assez incroyable, je trouve. Il bouge pas, du coup, c'est ça C'est qu'en fait, tant qu'il n'est pas complètement pris dans l'eau, tant qu'il n'est pas englobé dans l'eau, il bouge pas. Ah, oui, d'accord. Donc, le fait qu'il soit en contact avec l'air en partie, c'est-à-dire à l'extérieur, le vase ne se ramollissait pas et n'a pas fui ni rien. On a laissé de l'eau pendant quoi, 1 mois ? Ouais, même plus que ça, oui. Même plus que ça. Et l'eau est restée et le vase n'a déjà pas bougé d'état. Il y a juste l'intérieur, peut-être, qui a tout petit peu travaillé, mais même... D'accord. Et sinon, après, il peut être plongé dans des bains d'huile, etc. pour le... Mais ça, c'est une partie sur laquelle on est encore en recherche. Ouais. Et on n'a pas encore totalement le truc à 100% imperméabilisé, mais on sait qu'il y avait dans plein de monuments historiques... Ah oui, parce qu'on n'a pas dit que le carton-pierre est quand même un matériau historique. Oui, c'est une matière qui existait, mais dont on avait perdu la trace. D'accord. C'est l'ancêtre du staff et du stuc. Oui, parce que c'est ce que je veux dire, le staff. En fait, c'est plus exactement que ça a remplacé le staff et le stuc à une époque, parce que ça a permis de démocratiser le décor. C'est-à-dire que le staff et le stuc, fallait des ateliers, et ça voyageait pas de la même manière. Ça pouvait pas réellement voyager beaucoup, en fait. Ouais. Grâce au carton-pierre, on a pu faire des ouvrages plus légers pour les mêmes types de volumes et du coup les faire voyager, etc. Et donc ça a permis de démocratiser notamment le décor. Et on avait perdu la trace et nous on a fait tout un travail de recherche dans cette idée de recycler nos chutes de papier. On cherchait des papiers mâchés, des tas de choses, mais on voulait trouver une matière un peu particulière. Et il y avait ce truc de carton-pierre qui apparaissait régulièrement. D'accord. Et donc, plus personne ne le pratiquait, donc on s'est lancé dans la recherche. Et donc, ça a pris un peu plus d'1 an. Et on a trouvé les propriétés, et on a retrouvé cette propriété d'un matériau qui est souple comme le cuir quand il est mouillé et dur comme la pierre quand il est sec. D'accord, ok. Et puis derrière, nous, on a développé aussi tout un ensemble de savoir-faire, d'utilisation, et du coup aussi on a développé des projets pour montrer aux archis ce qu'on peut faire avec ce carton-pierre. D'accord, ok. Donc et développer des outils spécifiques, des approches aussi particulières avec cette matière en disant tiens, mais on peut, voilà. Et on est toujours en recherche. Mais en l'occurrence, par exemple, une grosse partie des ornements qu'il y a par exemple aux Archives nationales, où on a fait récemment un chantier de reconstitution de moulure en carton-pierre, tous les décors dorés, etc., c'est du carton-pierre, en fait. À Versailles, il y en a beaucoup aussi. À Versailles, il y en a. Okay. C'est décrit d'ailleurs dans le livre qui est paru sur les savoir-faire à Versailles. Et alors, parmi les traces qu'on a trouvées dans les différentes recettes, etc., il est décrit, il est dit que en Suède, ils utilisaient le carton-pierre pour de la tuile en toiture. D'accord. Donc voilà, nous, dans les recherches aussi, on est en train de travailler sur le fait de pouvoir les quasiment, alors je dirais pas qu'on veut aller sur on va pas en mettre pour faire la couverture de Notre-Dame, mais en tout cas d'aller vers des propriétés qui nous paraissent très intéressantes. Et là, quand vous devez répondre à certains projets qui accueillent du public, par exemple, des choses comme ça, il faut des caractéristiques type non-feu, etc. Bah ouais. Et on a les spécifications, notamment parce qu'on bosse sur l'Orient Express avec Maxime Danjac. Et donc, c'est un matériau M0, non-feu total, etc. Enfin, voilà, c'est vraiment un matériau et avec lequel on a encore beaucoup de perspectives. D'accord. Et pour les personnes qui nous écoutent et qui souhaitent travailler avec vous, en fait, ça serait quoi le gros conseil aux décorateurs et architectes d'intérieur qui sont intéressés par votre travail pour collaborer avec vous et justement pour relever un peu leur intérieur Moi, je dirais de surtout pas avoir peur de passer un coup de fil et de dire voilà, on a un projet, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Et en fait, c'est ce que je disais, c'est ça reste des savoir-faire qui sont abordables, utilisables sur plein de projets, pas que pour des marques de luxe ou pour des projets de milliardaires. Donc juste de pas avoir peur et de venir nous voir, quoi. Et puis de pas avoir peur aussi de venir nous voir, carrément. C'est 1 heure de TGV de Paris. Parce que quand on est dans l'atelier, il se passe plein d'autres trucs, quoi. On voit des choses qu'on peut pas transporter comme ça.
Je pense qu'on perçoit aussi l'énergie, on perçoit quelque chose d'assez particulier. Et ça, on le trouve pas dans un catalogue. Et vraiment, je pense qu'il faut qu'ils entendent que ils vont pas juste trouver un matériau ou un produit. Ils vont trouver peut-être quelque chose qu'ils attendaient pas, de matières qu'ils ne connaissent pas toujours, parce que le papier est pas toujours bien perçu, trop fragile, trop ceci, trop cela, alors que non, il y a des papiers très costauds, il y a des papiers... et voilà, de se laisser aussi un peu guider dans un univers et une matière qu'ils connaissent pas toujours à fond, ce qui est normal, hein, parce qu'on ne peut pas non plus tout savoir. Et puis parce que nous, notre envie, et depuis toujours, c'est de développer toutes ces possibilités autour d'une matière qu'on appelle le papier. C'est vrai que c'est intéressant, je trouve la méconnaissance limite beaucoup la créativité, et justement quand on découvre vos métiers et tout l'artisanat d'art, en fait on se rend compte qu'il y a énormément de choses qui sont possibles de faire, et du coup derrière d'avoir de très beaux projets et assez uniques, quoi. Donc, et puis je pense que la qualité aussi de l'artisanat, elle est hyper perceptible dès qu'on se retrouve face à un objet, parce que je dirais c'est un peu comme la différence entre un fromage de fromager et un fromage industriel emballé dans du plastique. Finalement, il y en a un qu'on va payer peut-être le même prix que l'autre, parce qu'il y a le branding et il y a la marque qui prend sa marge et toute la publicité qu'on a vue à la télé. Et puis il y a celui qui en fait a vraiment un savoir-faire et un truc, et le goût n'est pas du tout le même. Et là au final c'est la même chose entre un papier peint artisanal et un papier peint industriel fait sur du vinyle par une machine, quoi. Ouais. C'est pas du tout le même univers et la même qualité qui... Ouais, puis c'est une expérience, quoi. C'est, là encore, je pense que quand on l'achète, si on file la métaphore du fromage, quand on est... quand le fromager, il sait parler de son métier et il va donner envie sur certaines choses et il va aller chercher des choses à la limite même qu'on n'attendait pas forcément. Et donc, je pense que c'est un des trucs importants quand on fait appel à un atelier d'artisanat d'art. Et nous, c'est vraiment quelque chose qu'on veut défendre, c'est que on va parler le même langage qu'un créateur, parce que nous, on a notre part. Nous, notre création, c'est à travers une matière. Mais voilà, c'est juste que... Mais par contre, on peut emmener les gens très très loin dans cette matière. Donc, c'est de pas avoir peur de faire ce pas en se disant, mais il va y avoir du répondant et je vais trouver des... Et même, en fait, ça va être une découverte de trouver... Moi, je me souviens, alors c'est assez différent, mais je me souviens très bien d'une phrase que j'avais adorée, d'un mot qu'avait donné la consul de Rhodes. J'ai fait un projet où c'était un croisement de regards entre un artiste et des politiques sur des questions d'urbanisme, etc., pour montrer qu'un artiste a un regard qui peut ouvrir un regard sur le regard du politique sur sa ville, et vice-versa. Le politique peut avoir un regard sur sa ville qui va... Voilà. Et donc, c'était autour de cet échange. Et le gouverneur de Rhodes hésitait à prendre le temps de faire cette rencontre, etc. Et la consul lui avait dit, la seule chose que je peux te dire, c'est que tu vas avoir un massage de l'âme. Et moi, j'ai trouvé que de dire que dans cette discussion, d'imaginer qu'il allait se passer un truc que lui n'attendait pas, que c'est pas des histoires de chiffres, des histoires voilà, c'est qu'il va se passer un truc auquel on s'attend pas forcément. C'est aussi, nous, un truc qu'on aime bien, c'est-à-dire que dans la créa, quand on nous amène un sujet, c'est pas de dire, voilà, j'en veux tant de kilos, et puis je t'en mets tant de kilos, puis il y a des problématiques d'échafaudage et d'accès, et de ceci et de cela. Ça arrivera en son temps. Mais en amont, dans la créa, nous, on va avoir un investissement, une réponse qu'on n'a pas en ouvrant un catalogue de produits en disant, ça, je veux ça, voilà. Ouais. En tout cas, merci pour votre temps à tous les deux et le partage de votre métier. Comme je vous disais, je passerai à l'atelier aussi, donc il y aura certainement... Je montrerai aussi de façon plus concrète ce que vous faites. En tout cas, merci pour votre temps à tous les deux. Si on veut vous retrouver sur les réseaux, c'est où Instagram, Atelier Dauphard. Facebook, et tout ça, c'est Simon qui gère la communication. Donc même décorateur ou amateur passionné... n'hésitez pas à envoyer des messages directement sur Insta, et voilà. Les projets peuvent commencer comme ça aussi. De toute façon, vous serez identifié sous la vidéo, donc on pourra vous trouver
Et le site internet aussi, qui est tout neuf. Le site internet. Ok, super. Et puis merci à toi de tes questions et de ton écoute et de nous permettre, parce que nous, c'est aussi en parlant de nos métiers comme ça qu'on le fait connaître. Comme on t'a dit, nous, c'est en 25 ans, on fait pas de démarche parce que nous, c'est beaucoup passé en fait par... alors aujourd'hui les podcasts, etc. Mais autrefois ce qui marche encore, les magazines, tous les médias en général. Et en fait, nous, notre métier a été connu par les médias exclusivement. C'est pas en faisant des salons et donc des gens qui s'intéressent, des journalistes et des gens qui s'intéressent à ces métiers. Je pense aussi à la particularité de tous ces univers, de tous ces métiers. Et donc, pour nous, c'est vachement important. Ouais. Donc, merci avec de l'accueil. Plaisir. Et de toute façon, moi, c'est un intérêt très grand que j'ai pour l'artisanat d'art. Donc, je trouve que c'est une collaboration avec vos métiers. C'est ce qui fait que nous aussi, en tant que décorateurs, architectes d'intérieur, on peut faire de très belles choses grâce à vous. Donc, c'est pour ça aussi que je vous invite dans le podcast. Donc, en tout cas, merci pour votre temps. Merci. Et puis, on se dit à bientôt pour un nouvel épisode. À l'atelier.